Eh bien, bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonsoir Quentin, Bien, bonsoir. comment vas-tu? Bon, ça va. Oh là, ça va, ça va? Oui, bah, disons que la période, pour l'instant, était un peu compliquée, pas que pour moi, pour tout le monde notamment, avec Parcoursup qui a donné les résultats, ma foi, très agréables à recevoir pour la plupart d'entre nous. Donc voilà quoi, mais bon. Ah oui, mais toi, t'as une bonne nouvelle. Ah oui, moi c'est bon, au final j'ai eu une bonne nouvelle, mais on a eu peur au début. Donc, Ah oui, 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 c'est ça. Mais t'as des copains qui sont peut-être un peu dans la Ah, secoumouille, quoi. bah ouais, il y en a sûrement qui sont moins bien que moi actuellement, et surtout avec l'histoire du bac en continu et pas avec le bac fin d'année. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses qui arrivent en même temps, juste à la sortie comme ça du confinement. Et ça tombe bien en fait que tu me parles de ça parce que ça rentre un petit peu dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui qui s'appelle en fait la charge mentale. Donc La on va charge parler, mentale. voilà, de la charge mentale. Tu sais ce que c'est? Alors non, mais j'imagine très bien. D'accord. Eh bien, nous allons en parler juste après. Par contre, comme nous sommes le lundi qui suit la fête des mères, je me suis dit que j'allais quand même commencer l'émission par une musique qui était un peu un hommage à toutes les mamans qui font toujours ce qu'elles peuvent. Et on va en parler d'ailleurs aussi de la charge mentale des mamans et des femmes en général. Et donc, je démarre cette émission, pardon, par Annie Cordy avec ma plus jolie chanson et je fais une spéciale dédicace à ma maman et donc ma grand-mère, Nanou, voilà, parce que je sais que c'est une de ses chansons préférées. Et ben voilà, je lui dis que c'est une maman formidable et que je suis très contente de pouvoir lui faire ce petit cadeau. Voilà, c'est parti pour Annie Cordy. Ah oui, les mamans, qu'est-ce qu'on ferait sans les mamans, tout ce qu'elles font sur une journée. Et on vient de le voir encore plus avec ce confinement, où en fait, pas mal de mamans et de papas aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais faire une émission qui est quand même un petit peu axée sur les femmes, notamment au niveau des musiques, mais il ne faut pas oublier que les papas aussi ils ont été mis à rude épreuve pendant ce confinement et les élèves et à peu près tout le monde, Et parce qu'on s'est pour retrouvé certains, les avec grands-parents aussi. et pour certains, les grands-parents également, parce qu'on s'est retrouvé avec énormément de choses à faire en même temps, alors que d'habitude, on sait quand même plus ou moins serrer sa journée. Il y a le boulot, il y a la famille. Et ici, on s'est retrouvé avec beaucoup de personnes qui devaient travailler et être en famille en même temps. Alors, nous allons parler de la charge mentale. Donc, la charge mentale, en fait, qui est vraiment appelée en général la charge mentale ménagère, c'est un principe qui découle de ce qu'on appelle la charge cognitive. Je vais développer après. Dans le phénomène de la charge mentale ménagère, en fait, la gestion du foyer au quotidien représente une charge pour la personne, homme ou femme, qui serait concernée, quel que soit leur genre. Mais il paraît que les femmes ressentent beaucoup plus les effets. Le principe de la charge mentale, en fait, ça a été introduit en 1984 par des scientifiques et ils y décrivent que dans un couple, en fait, souvent, la femme qui travaille garde quand même dans l'esprit toutes les choses qu'elle a encore à faire à la maison. Donc, ça veut dire que même si elle est au boulot, elle n'arrive pas à faire la coupure avec tout ce qui se passe encore à la maison. Ça veut dire qu'on travaille en fait en double journée. Donc on a le boulot à gérer, tout ce qui est lié à notre travail, plus tout ce qui est en arrière-plan, un peu comme un ordinateur qui serait en train de travailler sur différents dossiers, mais que derrière il y a plein de dossiers ouverts en fait avec lesquels on n'arrête pas je vais dire, d'avoir des interactions. Ça veut dire qu'il y a aussi cette chose que quand on rentre chez nous le soir, après notre journée de boulot, en fait, on démarre la deuxième journée en se disant que, oui, il y a encore tout ce qui tourne autour de la maison. Et c'est vrai que la distribution des tâches ménagères au sein du couple a évolué depuis des années, bien évidemment, mais on n'est pas encore tout à fait à un équilibre. On s'est vraiment rendu compte depuis des années que cette charge mentale est beaucoup plus importante au niveau de la femme, déjà en temps normal, et alors en temps de crise, comme on vient de le vivre, c'est encore pire. J'ai dit tout à l'heure que ça s'apparentait à la charge cognitive. La charge cognitive, c'est quoi? C'est une théorie scientifique qui met en jeu la capacité de stockage d'informations
en mémoire de travail par notre cerveau et donc l'intégration de nouvelles informations. Elle est très utilisée pour les enseignants et les pédagogues et elle donne des conseils facilement applicables pour les situations d'apprentissage. Il faut savoir que notre mémoire de travail, en fait, elle ne peut limiter qu'un nombre, elle ne peut, pardon, gérer qu'un nombre limité d'informations à la fois. Le nombre habituellement avancé est de 5 à 9 informations. Ça veut, en fait, certains disent que c'est le nombre magique 7, plus ou moins 2. Dixit le professeur Miller de l'université d'Harvard. En fait, la mémoire de travail, elle est limitée. Elle est nécessaire pour que les informations utiles à l'accomplissement d'une tâche précise puissent rentrer dans les limites de la mémoire de travail. Si on a un trop grand nombre d'informations, ça veut dire que le cerveau doit traiter trop de dossiers simultanément et donc la charge cognitive est trop élevée, la mémoire de travail surcharge, ce qui entraîne l'échec de la tâche ou une mauvaise mémorisation, notamment pour les mémoires à long terme. Dans ces conditions, l'apprentissage ou la réalisation de la tâche est perturbée et donc ou n'est pas du tout faite. La charge mentale ménagère, elle renvoie à de nombreuses actions du quotidien qui peuvent sembler anodines, mais qui occupent une place prédominante dans la pensée de certaines personnes. Ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose, mais je pense à autre chose. C'est-à-dire que comment voulez-vous que je sois concentrée sur ce que je fais alors que sur le temps que je dois rentrer mon dossier pour la fin de la semaine, je dois penser également à qu'il faudra vider le lave-vaisselle quand je vais rentrer, qu'il faudra faire tourner les lessives, qu'il faudra payer les factures, qu'il faudra penser à la liste de courses, aller au supermarché, ou encore appeler l'opérateur téléphonique parce que le téléphone est en panne, l'assurance à cause du dégât qu'il y a eu avec les inondations, et toutes ces petites choses en fait qu'il faut encore faire quand je vais rentrer. Ça veut dire que c'est ingérable. Pour le commun des mortels, le cerveau, à un moment donné, il bug. Et je reprends l'exemple de l'ordinateur. C'est vraiment comme un ordinateur qui a une puissance X. Vous faites quelque chose, vous avez plein de dossiers ouverts derrière. À un moment donné, votre ordinateur, il va imploser. C'est pas possible. Quand est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de, justement, de charge mentale et de devoir faire plein de choses en même temps et surtout de penser à autre chose en même temps? Non, 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 jamais, ça ne m'arrive jamais, c'est pas du tout le cas typique de la famille. C'est ça, de faire 25 choses en même temps et Et de puis de se penser dire en même après, temps à ce qu'on a fait hier, ce qu'on fera demain et ce qu'on fera peut-être dans 5 ans. Donc, c'est exactement ça. Et donc, il faut savoir que quand le cerveau, en fait, son premier réflexe, c'est d'abord de filtrer pour essayer de pouvoir voir est-ce que ça c'est important, est-ce que ça c'est pas important. Et puis, au bout d'un moment, en fait, cette action de filtrage, en fait, elle ne se fait plus quand la charge mentale devient trop élevée. Et donc, on arrive à, comme je l'ai dit, des oublis, un épuisement moral et physique. Et l'étape d'après, c'est quoi? C'est les émotions qui commencent à envahir le cerveau. On a du stress, on a de la colère, on a de la tristesse, ça devient notre lot quotidien, sans oublier toutes les conséquences physiques telles que la perte de poids, de poids, pardon, la perte de sommeil, les douleurs, les maladies et autres. En fait, alléger sa charge mentale, ça devient alors nécessaire pour éviter de craquer ou de péter un plomb. Alors, comment est-ce qu'on peut se dire qu'on peut éviter tout ça? Eh bien, d'abord, c'est, je dirais, il faut penser au bon fonctionnement de notre cerveau avant tout. Il faut essayer de penser à imaginer comment gérer au mieux la journée et comment pouvoir aussi se répartir les tâches. Donc, on va le voir ensemble. On l'a dit tout à l'heure, la répartition des tâches dans le couple, en fait, elle est, oui, elle s'est un petit peu améliorée, mais on n'en est pas encore là. D'ailleurs, il y a quelques mois, quelques années, je pense, il y a une dessinatrice qui a fait une super BD qui s'appelle Fallait demander. Alors, c'est très humoristique, c'est axé sur ce côté, la femme qui fait tout et l'homme qui fait rien. Euh, et puis, au final, ben, pourquoi tu m'aides pas, pourquoi tu fais ça, ben, pourquoi tu me l'as pas demandé. Donc, c'est d'ailleurs, vrai que je me permets juste que tu dis au sein du couple, au sein de la famille aussi. Parce que tout à voilà, fait, quand c'est ça, juste un couple, bah oui, on répartit les tâches le plus équitablement possible. Faut bien faire des compromis pour tout le monde aussi, parce que bon, sinon après c'est la guerre dans le couple. Et au niveau de la famille aussi, que ce soit les enfants ou je sais pas, les frères, les cousins, tout ce qui peut être dans la maison, à part les animaux, parce que c'est compliqué de demander à un chat de faire la vaisselle, bien que pourquoi pas. ben, quoique, tu peux lui demander de ralécher les assiettes. Ça marche plutôt bien avec un chien ou un chat qui a C'est très faim ça. par exemple. Mais oui, non, même au sein de la famille en général, savoir répartir les tâches, ça aide beaucoup aussi.
C'est exactement ça et c'est vrai que c'est important parce qu'on va le voir juste après, chacun a son rôle et que ce soit vraiment, des tout jeunes enfants ou des personnes, plus âgées, chacun peut jouer son rôle. Pour revenir sur quelques statistiques, il faut savoir qu'en 2010, au niveau de la parité homme-femme, les femmes prenaient en charge 64 des tâches domestiques contre 71 et pardon et 71 des tâches parentales au sein du foyer. Ce n'est pas, par cette répartition je vais y arriver moi. Ce n'est pourtant pas cette répartition inégale des tâches qui gêne le plus cette jeune femme en fait, qui doit pouvoir tout gérer, qui doit tout s'occuper, mais en fait elle est épuisée à penser à tout et parfois, c'est de dire: «Beh, oui, je voudrais un peu d'aide», oser poser l'aide, oser demander de l'aide par contre, parce qu'on n'est pas des superwoman et je vais pour ça passer maintenant une chanson que j'adore, qui est en fait vraiment un hymne à la femme telle qu'on l'imagine et telle qu'elle s'imagine surtout capable de faire des choses. Et je vais reprendre une chanson de Michel Sardou qui est Femme des années 80. Donc oui, c'est Femme des années 80 et Femme des années 2020, c'est pareil, même combat. En fait, on voudrait pouvoir tout gérer, on voudrait pouvoir tout faire, alors qu'en fait, on n'est jamais que des êtres humains et qu'il est important de pouvoir se rappeler que le conjoint est là et de pouvoir demander, comme tu le disais, à chacun de pouvoir s'investir dans la charge de la maison. C'est important parce que pourquoi est-ce qu'en fait on ne demande jamais d'aide? Alors, à ton avis? Alors, c'est une très bonne question en soi parce qu'il peut y avoir plein de raisons différentes. Dans mon cas, Mhm. je sais par exemple que je n'aime pas demander de l'aide parce que pour moi c'est un signe de faiblesse. Oui. Mhm. Mais pour certains, ça peut être une question d'honneur, de respect, de se dire si je fais tout, je serai respecté. Donc il peut y avoir plein de raisons différentes, ça dépend des personnes après. Tout à fait. En fait, étrangement, si je te dis qu'on va faire un petit feedback sur Maslow et sur notre fameuse pyramide des Ah, besoins le de, retour. de Il est Maslow, toujours là, lui. oui, ah oui, mais en fait, tu peux te rendre compte qu'en fait, Maslow vraiment est dans notre vie au quotidien. Pourquoi? Parce que bien évidemment, soit les personnes ont peur, en effet, de perdre leur autonomie ou ont peur de peut-être à un moment donné avoir quelqu'un qui va reprendre le contrôle, parce que si la personne à qui elle demande, au bout d'un moment, prend trop de place, peut-être que ce que tu voulais déléguer pendant un moment, tu auras difficile de le récupérer après. Il y a aussi ce côté appartenance qui est, mais si je demande, est-ce que je vais être écoutée? Est-ce que la personne en face va bien vouloir m'aider? Est-ce que je me sens entourée? Est-ce que les personnes qui sont autour de moi sont capables de pouvoir comprendre que je vais mal? Et donc là, ça va générer évidemment de la tristesse. On a, comme tu le disais, l'estime de soi dans le sens, mais non, je suis capable de le faire, donc je ne vais pas demander. Ce côté, mais j'ai besoin de me prouver que je suis autonome et que je peux arriver. Il y a évidemment aussi tous les dictats d'éducation, hein, comme quoi les femmes sont au foyer, les hommes sont au travail. C'est pas un homme à repasser, c'est pas un homme à nettoyer. Par contre, c'est l'homme qui doit sortir les poubelles, c'est l'homme qui doit faire le bricolage. Mais tout ça, en fait, ce sont des dictats qui n'ont plus de lieu d'être maintenant et les tâches ménagères peuvent être tout à fait interverties avec tout le monde. Et on a également le besoin de réalisation de soi, qui est j'ai besoin de me prouver, moi, que je peux faire les choses moi-même parce que ça me donne cette joie de pouvoir me dire yes, je l'ai fait moi-même. Et donc, tout est basé en fait sur la communication. C'est comment je peux, par la communication, arriver à faire passer le message à l'autre en lui disant j'ai besoin d'aide. Donc, non pas aide-moi, non pas tu ne m'aides pas, parce que si on vient au tu, on sait bien que là, on fonce dans le mur, mais plus aide-moi parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que je puisse m'alléger l'esprit pour l'instant à cause de ça ou ça ou ça. C'est super important parce qu'il faut savoir que on reste encore malgré tout avec cette croyance dans l'inconscient collectif que l'espace domestique demeure dans une certaine manière féminin. Ça reste à la femme à s'occuper de son intérieur. D'ailleurs, on dit une femme d'intérieur, on dit rarement un homme d'intérieur. C'est vrai que le féminin est toujours relié à la sphère privée, à la famille, à l'éducation des enfants. La femme est associée à l'univers de la reproduction, alors que l'homme est associé à celui de la production.
conçue pour concevoir, la femme l'est donc aussi pour s'occuper des enfants et de la gestion du foyer. Alors, c'est vrai, mais d'un autre côté, combien de papas maintenant sont capables de s'occuper de leurs enfants? Combien de papas à l'heure actuelle, avec le confinement, ben, on fait du télétravail également? Et c'est vrai que c'est important. Je pense que ce confinement, il a aussi pu peut-être aider certains couples à se rendre compte de ce que c'est une journée de travail, de ce que c'est une journée d'une maman à la maison et de ce que c'est que la gestion du quotidien, cette fameuse gestion du quotidien qui nous met parfois à mal. Alors c'est vrai que les femmes se sont battues depuis des années pour aussi avoir les droits, pour aussi pouvoir avoir une certaine égalité par rapport à l'homme. Alors on n'y est pas encore tout à fait au niveau égalité salariale et autres, mais ça commence tout doucement à s'équilibrer. Et c'est vrai que c'est important pour la femme de pouvoir expliquer ce que enfin, ce qu'elle, allez, je vais y arriver moi, ce qu'elle ressent à cause de cette charge mentale. Donc c'est important de pouvoir expliquer toute la bataille, toutes les batailles pardon, que les femmes gèrent au quotidien et mènent au quotidien pour pouvoir montrer qu'elles sont là pour pouvoir assumer le rôle de maman, d'épouse, de femme parfaite. Il faut que la maison soit nickel, il faut que les enfants soient impeccables, il faut que quand l'homme rentre le soir, le souper soit sur la table. Enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et pour paraphraser tout ceci, j'ai une chanson que j'adore, qui est une chanson de Dalida et qui s'appelle Pour en arriver là, où on montre vraiment la bataille d'une femme pour pouvoir prouver qu'elle existe et qu'elle est capable de réussir des choses qu'on n'imaginait pas capable pour elle. C'est parti pour Dalida. Et oui, Dalida qui a eu en tant que femme, en tant qu'artiste, une vie très particulière, qui s'est battue, qui a osé beaucoup de choses, qui a révolutionné pas mal de choses au niveau de la musique et du spectacle. Et voilà, sa vie a été assez chaotique. Donc, comment peut-on faire pour maintenant prévenir la charge mentale et surtout, comment cette charge mentale s'exprime-t-elle? En fait, il faut savoir que quand on est concerné par la charge mentale, la première chose qui est vraiment visible, c'est un réel stress. Pourquoi? Parce que le tourbillon d'informations et de demandes qui nous assaillent du matin au soir nous a une charge donc écrasante qui se traduit par un stress. Là encore, notre cerveau humain est en cause. Il faut savoir que la capacité de fiction de l'être humain est en fait liée à la capacité de nos neurones à élaborer des scénarios de toutes sortes. Ça veut dire que où le cerveau au départ serait uniquement en gestion du stress pour dire de nous maintenir en mode survie ou de nous permettre de pouvoir gérer une situation X qui arrive, quand on est confronté à la charge mentale, on est en ce qu'on appelle en hypervigilance. Ça veut dire qu'on pense tout le temps, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps allez, sur du 220 volts et le cerveau n'a pas le temps de se reposer. Ça veut dire que la perception que nous avons de nos propres ressources au regard des demandes et vraiment, y a un dysfonctionnement entre les deux. On a l'impression qu'on a une montagne de choses à faire et qu'on a juste un petit sac à dos avec les ressources dedans. Alors qu'il est parfois important de pouvoir prendre du recul pour se rendre compte que, bah oui, on a une montagne de choses devant nous, mais est-ce que cette montagne est vraiment utile? On le verra juste après. C'est vrai que ce stress chronique peut se prolonger et peut en arriver vraiment à certains moments à de la dépression, voire du burn-out. Les signes avant-coureurs, c'est quoi? C'est une sensation de tête pleine, la fatigue, l'irritabilité, l'incapacité parfois à pouvoir faire rentrer des nouvelles informations dans notre cerveau. On a également l'insomnie. C'est très très difficile de pouvoir dormir quand on est confronté à la charge mentale, en effet, puisque le cerveau est en train de réfléchir tout le temps à ce qu'il doit faire et surtout à ce qu'il ne doit pas oublier. Outre la fatigue et les difficultés de concentration, elle nous prive également pardon, cette charge mentale des ressources mentales précieuses qui nous permettent de ne pas sombrer la plupart du temps. Le signal également à prendre en considération, c'est l'humeur. Très souvent, quelqu'un qui est confronté à une charge mentale devient irritable, s'emporte facilement pour des détails, a des accès de colère. Ce sont autant de réactions qui sont tout sauf anodines lorsqu'elles se généralisent. Évidemment, on peut parfois se mettre en colère, évidemment, ça peut être salutaire, mais quand ça devient du quotidien,
et que la personne se met en colère pour un oui ou pour un non, il faut commencer à se poser la question. C'est vrai que l'isolement également, l'isolement social, peut être un facteur aggravant avec le risque de troubles psychiques. La charge mentale, c'est un phénomène qui est éminemment contemporain, qui est déterminé par de multiples facteurs et surtout par la société du tout doit être parfait et de surtout tout de suite et maintenant. Pour y faire face, il n'y a pas de recette universelle, il y a juste la possibilité de se remettre en question à certains moments, de remettre ses propres fonctionnements en question, seul ou à l'aide d'un thérapeute ou à l'aide de quelqu'un qui peut vous aider. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour se décharger de cette charge mentale et comment est-ce que le coach ou le praticien peut aider la personne à y voir beaucoup plus clair? Donc, comme on l'a vu, la charge mentale peut entraîner des fâcheuses conséquences si on n'y prête pas attention. On a différents outils, nous, en tant que coach, qu'on met à disposition des personnes pour pouvoir les aider à gérer la charge mentale. Est-ce que tu penses, Quentin, comme ça, tu as une idée de deux, trois choses qu'on pourrait mettre en place? Alors là, comme ça, absolument pas. Par contre, je tends l'oreille, hein. D'accord, ok. Alors, c'est bien, tu prends de quoi noter, comme ça c'est Non, fait. tout est enregistré. J'ai juste à aller le réécouter après, c'est bon. D'accord. Premièrement, et le plus important, c'est communiquer. On le verra quand on résumera après. Et surtout, partager notre projet pour pouvoir traiter la charge mentale. En effet, on se rend compte que la plupart du temps, on attend de l'autre qu'il nous aide sur quelque chose qu'on n'a même pas expliqué. En fait, je voudrais que tu m'aides à faire telle ou telle chose, sauf que je ne t'ai pas expliqué ce que je vais faire et je ne t'ai surtout pas expliqué les étapes de ce que je vais faire, mais t'as qu'à comprendre, c'est de la télépathie, t'as qu'à comprendre ce dont j'ai besoin. Eh bien non, la télépathie dans nos civilisations à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Même après des années de cohabitation avec son conjoint, si on n'appelle pas au secours, si on ne lui parle pas, eh bien l'autre ne saura pas ce qui se passe dans notre tête. Demander de l'aide exige aussi de le faire aimablement, de le faire de manière bien précise et surtout de le faire, comme je l'ai dit, en accent sur nos besoins et non pas en attaquant l'autre. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est déjà partager les choses que nous avons à faire pour que l'autre comprenne l'importance de la charge mentale. Ensuite, nous avons répartir clairement les actions de chacun dans le foyer. À partir du moment où l'action est claire et que l'on peut dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, Quentin, que dans la famille, il y a les deux conjoints, il y a peut-être des enfants, et peu importe l'âge de l'enfant, déjà tout petit, un enfant peut avoir un rôle à jouer. C'est important parce que établir une répartition des tâches à réaliser, accepter de déléguer une partie de ces tâches à son partenaire, ne pas critiquer le résultat obtenu dans le cadre de la répartition, c'est quelque chose d'important. Alors, la plupart des gens détestent déléguer. Le grand classique, c'est ben, de toute façon, je vais le faire moi-même parce que le temps que je t'explique, ce sera déjà fait. Sauf que il est important de déléguer. Par contre, quand on délègue, il est aussi important de se dire, si je te le délègue, eh bien, tu le fais à ta sauce. Tu le fais comme bon te semble. Et si c'est pas fait comme moi je le fais en temps normal, eh bien, c'est pas grave. Et limite, on se rendra compte peut-être que l'autre le fait mieux que soi. Mais c'est important de pouvoir lâcher comment je vais dire, cette répartition des tâches. Il faut aussi s'y tenir. Ah, parce que c'est facile de pouvoir communiquer, c'est facile de se dire qu'on va déléguer. Sauf qu'en fait, bah, on essaye et puis très vite, le naturel, chasser le naturel, il revient au galop, car c'est très, très, très compliqué. C'est de l'entraînement, c'est tous les jours. Et aussi de faire un système peut-être sur le tableau, sur le frigo, de répartir les tâches de chacun. Alors quand il y a plusieurs enfants, ben, ça peut aussi être une tournante et de se dire, ben voilà, cette semaine-ci, toi tu t'occupes du lave-vaisselle, toi tu t'occupes de débarrasser la table, toi tu t'occupes de sortir les poubelles, et puis la semaine d'après, on change. C'est aussi responsabiliser. Ça te rappelle quelque chose peut-être, tu vois? Non, Pas du tout, pas non, du tout. absolument Ça fait pas. un peu penser à la petite maison dans la prairie, tu vois, quand chacun avait ses tâches, avait ses corvées. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionnait, parce que quand on vit à plusieurs dans une famille, ben, tout le monde a un rôle à jouer. Également, apprendre à lâcher prise pour une meilleure gestion de la charge mentale. Renoncer à vouloir que tout soit parfait. Le primeur est fermé et la compote a remplacé le fruit frais. Et alors? Le lâcher prise, c'est aussi arriver à se dire, si c'est pas fait comme je l'aurais fait en temps normal, est-ce que c'est grave?
C'est tout à fait légitime de faire en sorte que sa famille soit heureuse, que la première responsabilité est de prendre soin des autres. Sauf que notre première responsabilité, elle est vis-à-vis de soi-même. Si je ne suis pas bien, si je ne suis pas en état de pouvoir bien gérer ma famille, eh bien, fatalement, les autres seront également mal dans leur peau. Donc, c'est super important qu'au final, l'harmonie de la famille, elle dépend de notre harmonie à nous. Et ça, c'est important et c'est vraiment en termes de coaching ce que nous faisons passer comme message la plupart du temps quand nous avons des coachés qui arrivent. Il faut aussi se rendre compte, oh, pardon, il faut aussi se rendre compte que si le résultat n'est pas satisfaisant, eh bien, il faut peut-être relativiser les résultats. Est-ce que réellement c'est grave si ça, ce n'est pas fait comme ça? Est-ce que réellement c'est grave si je n'ai pas le temps d'aller faire les courses en rentrant ce soir? Eh bien non, parce que ça nous fait aussi retravailler le je dois, il faut. Tu sais, ce fameux je dois, il faut de je décide et je choisis de. Si je dois aller faire les courses ce soir et que je n'ai pas le temps, eh bien, je décide d'aller les faire demain et pas je suis obligée d'aller les faire demain. Ça change tout au niveau mental, ça change tout au niveau de la manière de voir les choses. Il est important d'apprendre à savoir se dire stop. C'est la première mesure de survie à adopter quand on se trouve confronté à la charge mentale et de lutter contre la culpabilité et contre sa propension donc à cocher toutes les cases telles que la bonne mère, la bonne épouse, la bonne amante, la bonne professionnelle et la bonne femme de ménage. C'est aussi arriver à déconstruire les croyances qui font que la femme doit être parfaite, que la femme doit s'occuper de tout. Arrêtons de penser que nous sommes des êtres parfaits, nous sommes juste des êtres humains. Alors, Quentin, tu connais la to-do, La quoi? Ça a coupé. la to-do list? La to-do list, bah, c'est Tu la vois, liste la trucs à liste. faire. Voilà, la liste des trucs à faire. Eh bien, moi, je vais te proposer quelque chose. C'est au lieu de faire la to-do list, je te propose de faire la did-it list. Ça veut dire quoi? C'est la liste de tout ce que j'ai fait sur la journée. C'est fin de journée de faire une liste avec tout ce que j'ai pu engendrer comme réalisation sur la journée. Ça permet de pouvoir d'abord se décharger de tout ce qu'on a fait sur la journée et ça permet aussi de pouvoir se rendre compte de toutes les choses qu'on a réussi à faire. C'est aussi parfois, on réalise les aberrations qui constituent notre vie et qui pourtant paraissent tout à fait banales au quotidien. Quand on se rend compte que sur une journée, on est capable de faire autant de choses, eh bien, parfois, quand on les met par écrit, on se rend compte que tout compte fait, eh bien, ça, est-ce que c'était réellement obligé de le faire aujourd'hui? Est-ce que c'était réellement quelque chose qui m'incombait? Est-ce que je n'aurais pas pu demander à mon mari, est-ce que je n'aurais pas pu demander à mon fils de faire ça? Parce que pourquoi est-ce que c'était moi qui devais le faire? La dédite list, c'est vraiment quelque chose qui permet de pouvoir prendre conscience de ce que nous sommes capables de gérer sur une journée. Et pour terminer, la dernière clé que je voudrais vous livrer, c'est vivez le moment présent, souriez à la vie et osez savourer ce petit moment-là qui permet parfois de tout laisser en plan et de prendre du temps pour vous. N'interprétez pas un futur qui n'existe pas encore en échafaudant des plans qui ne se réaliseront probablement, probablement pas comme vous les aviez imaginés. Essayez d'être dans ce moment présent-là, de profiter de tout ce qui est à votre disposition. Pour résumer, et qu'est-ce qu'il y a à retenir sur la charge mentale? Premièrement, c'est que ce n'est pas à prendre à la légère. Deuxièmement, c'est que les conséquences d'une mauvaise gestion de la charge mentale peuvent être désastreuses, qu'il est possible d'alléger ou de la réduire en réorganisant votre quotidien et qu'il est surtout utile de porter une attention particulière à vos propres besoins pour que ça puisse vraiment vous permettre de vous rendre compte de tout ce dont vous avez besoin et de toutes ces personnes qui sont autour de vous et qui sont capables de vous apporter de l'aide. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la charge mentale. Quentin, qu'est-ce que tu en penses? Que c'est très bien. C'est-à-dire, développe. Bah, c'est vrai que c'est un point qui est très important déjà en temps normal parce qu'il y a plein de gens qui en souffrent sans vraiment savoir de quoi ils souffrent du coup. Et là avec le confinement et le déconfinement aussi, bah la charge mentale va être et a été
assez forte pour beaucoup de personnes. Donc c'est bien de pouvoir leur dire ce qu'ils avaient pendant le confinement. Pour ceux qui l'ont maintenant à la fin du confinement, ceux qui reprennent tout doucement le travail, je pense notamment à ceux qui travaillent dans les McDonald's, qui ont rouvert récemment et qui se Oui, tapent les 25 heures de queue qui attendent pour passer au drive. Bah oui, eux du coup ils ont passé un confinement chez eux et là maintenant ils reprennent et ils arrêtent pas de la journée. Bon, il y a des rotations bien sûr, mais quand même c'est sur le principe. Donc voilà, ces personnes-là qui reprennent, qui ont un peu perdu l'habitude, bah maintenant ils savent un peu pourquoi est-ce qu'ils ont ça et comment du coup la réduire. c'est ça. En fait, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la charge mentale, mais qui ne le savent pas. Et on va dans une prochaine émission, je vais encore essayer de la faire avant la fin de l'année, ici avant la fin du mois de juin, une émission sur le stress post-traumatique. Parce que c'est vrai que, comme tu le dis, le Covid et le confinement a généré énormément de stress pour beaucoup de personnes. Et ben, on génère encore plus maintenant pour toutes ces personnes qui, pendant 2 mois, ont eu vraiment un break dans leur vie et qui doivent recommencer au niveau professionnel ou qui doivent réapprendre à vivre de nouveau autrement. Donc ça fait partie d'une prochaine émission. Alors pour conclure, moi je voudrais vous dire, adoptez cette citation de Henri David Thoreau qui dit: Notre vie se perd dans les détails, alors simplifiez, simplifiez, simplifiez. Voilà. Je pense que ce sera le mot de la fin. Et pour finir sur une note un petit peu joyeuse et légère, j'ai été rechercher une chanson des années 80, mon âge oblige, qui est un mythe de la femme, je vais dire, qui à un moment donné envoie tout valser. Et je vais vous dire, comme Cyndi Lauper, Girl, just wanna have fun. À la semaine prochaine, à À la très semaine bientôt, prochaine. au revoir. Au revoir.